Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Une nouvelle fois, très heureux de vous retrouver dans ce cadre de la Radio-Télévision nationale pour cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous voulons faire un focus sur un secteur crucial qui nous occupe tout autant que la situation sécuritaire dans l'Est nous occupe. C'est le secteur de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Nous voulons ce soir faire un état des lieux de ce que nous faisons pour les petites et moyennes entreprises, pour les petites et moyennes industries, mais aussi du secteur industriel de manière générale. Comme vous le savez, le président de la République a déjà dit et redit plusieurs fois sa volonté de voir des jeunes Congolais émerger et devenir millionnaires, mais bien au-delà de cet engagement au niveau du ministère, du gouvernement plutôt dirigé par Madame la Première ministre Judith Suminwa. Nous avons pour la première fois, Monsieur le ministre, un ministère chargé des PME, des PMI et de l'industrie. Et donc, ce n'est pas la même dénomination que les ministères habituels. Et donc, ce soir, avec vous, nous voulons faire le point de ce qui a déjà été amorcé dans votre secteur pour permettre justement aux Congolais non seulement de connaître les différentes opportunités qui se dégagent, mais aussi les efforts qui sont faits pour créer cette culture entrepreneuriale nécessaire pour nous permettre de booster pleinement notre potentiel et générer des milliers d'emplois et des millionnaires, tels que l'a toujours souhaité le président de la République. Monsieur Luatum Kabamba, bonsoir, bienvenue pour la première fois dans ce cadre de redevabilité. Bonsoir, chers collègues. Merci beaucoup. Alors, quels peuvent être vos mots introductifs pour nous résumer ce que vous avez mis en place comme politique pour ces secteurs cruciaux pour le développement de notre économie? Merci, bonsoir à tout le monde. Et c'est d'abord saluer cette initiative de pouvoir échanger avec la presse, et au travers de la presse, bien sûr, nos concitoyens et en particulier la grande communauté des entrepreneurs. Ça nous permet de dialoguer, de dire ce que nous faisons et d'écouter vos commentaires, vos critiques, vos questions. Je crois que c'est une très bonne chose. J'aimerais, avant d'aller dans ce que vous avez demandé, exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a confié ce qui est en réalité deux grands ministères. L'industrie d'un côté, les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries de l'autre, un creuset de création de richesses, un ministère puissant pour le développement économique de notre pays. Et pour cela, je le suis reconnaissant. Reconnaissant à sa vision également de créer des millionnaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en parlera. Et enfin, saluer le leadership de notre Première ministre, Madame Judith Suminwa, qui est notre chef de file, notre chef de gouvernement. Nous ne manquons jamais de recourir à elle lorsque nous avons besoin d'orientation, de conseils et autres. Et je tiens à la saluer. Comme je l'ai dit, c'est deux ministères en réalité en un. Donc je vais essayer de le faire en deux étapes, si vous permettez. Allez-y. En commençant par l'industrie d'abord. Nous avons fait un état des lieux en arrivant. Et nous avons constaté, que ce soit pour l'industrie ou les petites et moyennes entreprises, qu'il y avait de vrais challenges, de vrais défis. Le défi, c'était d'abord le problème d'infrastructure que vous connaissez tous, mais également le déficit énergétique, et puis enfin, les problèmes de financement et le climat des affaires aussi en général. Voilà un peu ce que nous avons trouvé. Mais ce que nous avons trouvé aussi de très intéressant, c'est l'esprit entrepreneurial très poussé dans notre pays. Dans tous les coins et recoins de la RDC que nous avons visités, nous avons trouvé un entrepreneuriat complètement décomplexé, des jeunes qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qui n'attendent que cet encadrement pour pouvoir le faire, parce qu'ils restent souvent dans l'informel, ayant peur de cette fiscalité, parafiscalité haute qu'ils jugent souvent punitive. Alors, sur le plan industriel, nous avons basé notre approche sur trois piliers essentiels. Le premier, ce sont les zones économiques spéciales. Nous avons voulu développer. Le deuxième pilier, c'est le refinancement et la remise sur pied des unités industrielles dans notre pays. Et troisièmement, une sorte de diplomatie économique pour attirer des investissements étrangers, pour booster l'industrie dans notre pays.
En ce qui concerne les zones économiques spéciales, comme vous le savez, il y a la zone économique spéciale de Maluku, qui est déjà opérationnelle, avec Pepsi Cola qui est là-bas, et qui, au-delà de générer près de 400 ou 500 emplois directs, en génère 1800 indirectement. Il y a la structure qui fabrique les carreaux, qui d'ailleurs nous a annoncé dernièrement commencer à faire les premières exportations de carreaux, ce qui est très encourageant. Et bien sûr, il y a la zone économique spéciale de Kinmalebo, qui est en cours de réception maintenant. Les travaux sont très avancés d'aménagement. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a 1 ou 2 mois, j'étais à Kolwezi. C'était pour lancer la zone économique spéciale de Moussampo, qui est porteuse de beaucoup d'espoir pour la chaîne de batterie. À terme, c'est une zone économique spéciale qui va générer 20 000 emplois directs et 20 000 encore indirects, au total près de 40 000 emplois. Et qui va propulser la RDC réellement dans le carré des pays qui réellement profitent de cette transition énergétique pour capitaliser là-dessus, parce que nous avons les minerais critiques qu'il faut. Voilà donc les initiatives. En termes de diplomatie économique, nous avions été dans plusieurs pays. Les retombées vont se faire sentir au fur et à mesure. Une des premières retombées de notre voyage en Chine, je pense que vous avez vu le lancement il y a près d'un mois, ou un peu moins d'un mois, de la Cité de Chine, un investissement de près de 200 millions de dollars qui va générer environ 10 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects. Et qui déjà, bien que ce soit en phase sur 3 ans, va générer déjà les premières étapes d'opérationnalisation à la fin de cette année déjà, 2025. Voilà un peu en ce qui concerne l'industrie, le secteur industriel. Nous avons également consenti, chers collègues, à un investissement de près de 50 millions de dollars dans ce secteur industriel. Comme j'ai dit, il faut relancer l'outil industriel dans notre pays. Il y a la Sotexki à la Chopo qui avait déjà connu une première tranche d'investissement. Nous venons encore de déclencher une deuxième phase par le FPI de 6 millions de dollars qui sera suivie immédiatement après d'une phase encore d'environ le même montant du Trésor. Parce que Sotexki, ce n'est pas seulement les 400 ou 500 emplois directs. C'est en fait un écosystème de près de 55 000 cotonculteurs. Et cet écosystème s'étend de Bazouélé jusqu'en Ituri, à Mahagi, à Djégou, où il y a même des usines de grainage de coton. C'est donc d'un coup, on touche 500 000 cotonculteurs. Et je crois que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas que Sotexki que nous avons financé, il y a la filière sucrière dans le Kivu, dans le sud Kivu, à hauteur de 9 millions de dollars à Souki. Il est fort dommage que cette guerre injuste qu'on nous a imposée par les forces étrangères ait mis fin à cela, mais je connais la résilience de notre industrie. Nous allons rebondir encore plus fort et repartir de plus belle. J'ai également une très bonne nouvelle en fait pour les étudiants entrepreneurs, parce qu'il y a quelques mois, j'ai lancé le concept étudiant-entrepreneur. J'ai sillonné quelques universités pour dire aux étudiants, vous n'avez pas besoin de terminer votre master, comme vous les appelez maintenant, ou en termes de LMD, comme vous faites, pour compter vos premiers milliers de dollars ou millions de dollars. Vous pouvez être étudiant. Et en deuxième année, en troisième année, comptez vos premiers millions de dollars, comme on le voit ailleurs. C'est ainsi qu'avec FPI, nous venons de financer le projet Okapi à hauteur de 9 millions de dollars. Il y a plusieurs composantes dans ce projet-là, mais une des composantes les plus intéressantes, c'est équiper près de 40 universités à travers toute la RDC avec des imprimantes 3D, des imprimantes 3D modernes. Je ne vous apprends rien, avec les imprimantes 3D modernes aujourd'hui, vous pouvez imprimer tout, y compris toutes les pièces de moteur d'une voiture électrique ou à combustion. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à partir du clou jusqu'à la pièce mécanique la plus sophistiquée. Tout ça, c'est pour booster l'entrepreneuriat estudiantin. Et bien entendu, du côté du secteur entrepreneuriat,
il y avait énormément de difficultés. Cet écosystème qui était pourtant bien conçu pour capaciter, pour former, pour financer, pour donner des marchés aux entrepreneurs, nous l'avions trouvé en panne par manque de moyens. Et donc la première des choses, il fallait s'atteler à leur donner quelques moyens. Cela a été fait, ce moment-là. Près de 7 millions de dollars ont été disponibilisés, qui ont été répartis entre l'ANADEC, entre le FOGEC et la PROCEM, pour pouvoir capaciter les entrepreneurs, pour pouvoir leur servir de fonds de garantie pour qu'ils aient des financements à faible taux d'intérêt et qu'on puisse faire un monitoring de la croissance de ces entrepreneurs au travers de la PROCEM. Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais il y a quand même besoin de faire une petite démarcation. L'ANADEC, la PROCEM, le FOGEC, pour ceux qui nous suivent, parce que tout le monde n'est peut-être pas aussi informé que nous sur ces structures qui accompagnent l'entrepreneuriat en RDC. Très bien. Ici, je dois saluer, c'est une très bonne question, je dois saluer le travail fait par mes prédécesseurs de concevoir cet écosystème. Parce que, voyez-vous, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, c'est une école, c'est une culture qu'il faut acquérir. Si vous êtes né dans un pays francophone, vous avez grandi dans un pays francophone à parler français, et que demain, pour une raison ou une autre, vous vous retrouvez dans un pays anglophone, je pense que la première des choses que vous allez faire, c'est apprendre à parler anglais, apprendre à connaître leur culture pour pouvoir vous intégrer. L'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est un nouveau monde, très différent du monde que l'éducation élitiste que nous avons reçue du temps des Belges, qui nous apprend à étudier pour aller chercher de l'emploi. C'est très différent de ce monde-là. C'est un monde où vous devenez créateur d'emplois. Il faut acquérir la culture entrepreneuriale. Et c'est ainsi que cet écosystème a été mis en place pour pouvoir encadrer nos aspirants entrepreneurs à acquérir cette culture entrepreneuriale et pouvoir briller. Et donc il y a l'ANADEC qui est là pour justement capaciter les entrepreneurs, leur apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, comment on crée une entreprise et comment on évolue là-dedans, comment on la gère. Et puis il y a le FOGEC, qui est le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat, qui est là pour servir de fonds de garantie. Parce qu'un jeune entrepreneur qui va aujourd'hui auprès d'une banque avec un projet d'affaires, l'argent lui sera prêté à un taux qui est au-delà de 15 ou 20%. C'est impossible pour cet entrepreneur de faire face à ça. Un jeune entrepreneur a besoin d'un accès à un financement à taux réduit, 5-6%. Et même pour les jeunes, avec le FPI, nous sommes allés même jusqu'à 4% de financement pour les entrepreneurs. Et bien sûr, une fiscalité allégée, j'en parlerai plus tard. Donc ça, c'est le FOGEC. Il y a l'ARSP, parce qu'une fois que l'entrepreneur est capacité, une fois qu'il a pu avoir des garanties de financement, il faut lui donner des marchés. Parce que c'est là qu'il va faire de l'argent. Et l'ARSP est là justement pour donner les marchés à ces entrepreneurs-là. Et enfin, il y a la PROCEM, qui doit faire un monitoring de tout cela. Veiller à ce que tout puisse se passer tel que prévu. C'est l'acronyme de l'agence pour la promotion de la classe moyenne. Mais elle a un caractère vraiment pour regarder bien dans les statistiques et voir vraiment qu'il y a un suivi de tout ce qui a été fait, pour que justement on voit cette classe émerger. Voilà donc un peu ce qui fait l'essentiel de l'écosystème d'encadrement des entrepreneurs. Nous avons mis de l'argent là-dedans, comme j'ai dit, environ 7 millions de dollars, mais nous avons également simplifié la façon de financer ces différentes structures, en faisant un nivellement automatique. Dès que la redevance est arrivée, elle est répartie de manière automatique pour que ces entreprises ne soient pas en panne d'argent. Maintenant, est-ce que c'est assez? On peut en débattre, ce n'est pas assez. Nous devons faire plus, parce que la RDC a un entrepreneuriat qui foisonne. C'est plus de 100 millions d'habitants que nous avons. Et la RDC, nous sommes des très grands entrepreneurs, je l'ai vu partout où je suis allé. Et donc il faut davantage de moyens pour pouvoir faire tourner tout cela. Voilà donc ce qui a été fait. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a également beaucoup de projets qui sont venus pour financer ces entrepreneurs-là. Il y a le projet
d'autonomisation des femmes, qu'on appelle Transform. C'est près de 300 millions de dollars qui sont en train d'être dépensés présentement. Ça pourra créer 25 000 emplois. Financer 25 000 entrepreneurs. Et cela pourrait aboutir à la création de 75 000 emplois. Et au-delà de ça, je crois que vous avez appris dernièrement le lancement d'un projet qu'on appelle Vijana. Tout cela fait partie des synergies que j'ai initiées entre les différentes structures d'encadrement dont je vous ai parlé, ANADEC, FOGEC, autres, et FPI aussi, bien qu'FPI soit plus du côté industrie. J'ai commencé depuis un certain temps parce que j'ai compris que les entreprises travaillaient un peu trop en silo. Et j'ai instauré un système dans mon ministère où toutes les 2 semaines, je me mets autour d'une table avec toutes ces structures pour qu'on cesse de travailler en silo, qu'on ait plus de focus sur la création de richesses et l'encadrement des entrepreneurs. Et une des premières retombées de cette synergie, c'est le projet Vijana, où nous avons pu dégager 2 500 000 dollars, pour pouvoir financer les entrepreneurs entre 18 et 35 ans qui ont des projets qui demandent jusqu'à 50 000 dollars. Et donc, chers entrepreneurs, faites votre devoir à domicile. Si vous avez un beau projet, vous êtes jeune, qui demande jusqu'à 50 000 dollars, venez toquer à la porte de Vijana pour un financement. Un financement à des taux très réduits, comme j'ai dit, de 4%, et un encadrement de notre part. Au-delà de tout cela, nous avons pris certains décrets pour accélérer davantage ce que nous faisons pour l'entrepreneuriat. Parce que, comme je le dis plus tôt, il est impossible que nous créions des champions dans notre pays si nous ne leur donnons pas un accès au financement à des taux réduits et si nous ne baissons pas le fardeau fiscal sur eux. C'est ainsi que nous avons pris un certain nombre de décrets qui ont été approuvés en Conseil récemment, donnant des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers aux jeunes entrepreneurs, aux start-up et à l'artisanat, et plusieurs autres avantages d'encadrement, y compris même l'octroi d'un congé pour ceux qui travaillent dans une entreprise et qui veulent créer leur structure. Ils auront maintenant le droit de prendre 1 année de congé pour aller se concentrer à la création de leur entreprise. Parmi ces décrets, il y a également un décret pour les organismes que nous allons agréer pour encadrer ces entrepreneurs-là. Nous voulons qu'un entrepreneur, pendant qu'il fait son apprentissage dans la culture entrepreneuriale, qu'il n'ait d'autres soucis qu'exécuter son business plan. Et donc, tout ce qui est aspect légaux, fiscaux, parafiscaux, qu'il y ait des structures d'encadrement pour lui, qui sont là pour s'occuper d'une bonne comptabilité, qu'ils soient en règle avec la loi et autres. Il y a des structures d'accompagnement que nous avons également agréées et dont nous avons mis les modalités. Voilà un peu ce que nous faisons, mais il y a encore un dernier point peut-être que je vais soulever, ou deux. Dans le cadre de l'entrepreneuriat toujours, au total, nous avons pu, dans la sous-traitance, parce qu'on parle beaucoup de sous-traitance, au travers de la RSP, nous avons pu donner près de 1400 contrats d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars aux entrepreneurs locaux. Ils sont environ 800 entrepreneurs qui ont pu avoir cette manne-là de 2 milliards de dollars. Et je crois que ce sont les premières étapes de la marche vers la création de richesses et des champions. Et enfin, le dernier point que j'aimerais quand même porter à votre connaissance aussi, c'est la gouvernance numérique. Nous devons aller dans la gouvernance numérique et nous sommes dans la gouvernance numérique. Nous avons lancé une plateforme qu'on appelle Ekazi. C'est une plateforme qui est en ligne, qui offre gratuitement à tout entrepreneur un assistant numérique qui, en intelligence artificielle et en temps réel, peut répondre à toutes ces questions. Vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes à Bassankoussou, vous êtes à Dilolo, vous êtes à Mahagi, vous êtes à Doruma, à Libengue. Vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir mon entreprise? L'assistant numérique vous répond en temps réel et vous demande quelle entreprise, dans quel domaine. En fonction de ça, elle vous dit quelle est la législation qu'il faut faire, qu'il faut suivre, quelles sont les démarches qu'il faut faire. Et nous ne sommes pas arrêtés là avec l'assistant numérique, avec cette plateforme-là. C'est également dématérialiser le guichet unique. Ne plus avoir à prendre l'avion de Mbandaka ou de je ne sais où pour venir à Kinshasa
pour traîner ici à Kinshasa pour le faire enregistrer son entreprise. Non, la plateforme elle est là maintenant pour un enregistrement en ligne où vous pouvez télécharger toute la liasse documentaire électroniquement et dans les 48 heures avoir votre société enregistrée en ligne. La gouvernance numérique ne va pas s'arrêter là, elle va beaucoup plus loin. Nous voulons que tout ce qui est fiscalité, parafiscalité qui va s'appliquer aux entrepreneurs, qu'un entrepreneur ait le confort de payer ce qui doit être payé à partir du confort de chez lui, simplement, en ligne. Et ça évite aussi tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est corruption et tout ce qui est coulage des recettes pour l'État. Voilà, si je peux me résumer, où nous en sommes, chers collègues et chers mesdames, messieurs de la presse. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre, de ce que vous nous avez donné comme élément. Je retiens que vous avez parlé d'à peu près 2 milliards pour 800 entreprises. On n'est pas toujours au courant, 2 milliards donc dans les cas de la sous-traitance minière, c'est énorme. Je suis sûr que parmi eux, il y en a de millionnaires, comme le président de la République l'a toujours dit et souhaité, mais c'est évidemment pas suffisant par rapport à ce que nous représentons en termes de dimension, en termes du nombre de jeunes. Et donc ce soir, nous voulons être sûrs que nous donnons les maximums d'informations pour que les Congolais comprennent que malgré la situation que nous connaissons dans l'Est, nous sommes pleinement impliqués dans ce qui concerne l'avenir. Et l'avenir de ce pays se construira notamment autour des PME et des PMI. La phrase que les Congolais aiment beaucoup, c'est attirer les investisseurs. Parce qu'on sait que de ce côté, économiquement, le pays pourra s'en sortir. Mais quand vous parlez d'attirer des investisseurs depuis 7 ans bientôt, combien d'investisseurs déjà sont venus en République démocratique du Congo investir et dans quel domaine? Est-ce qu'on peut avoir une réponse claire à ce sujet? Et comment sont-ils arrivés? Et sinon, pourquoi? Mais Moussompos, c'est pour quand exactement? Puisque vous parlez de plus de 20 000 emplois directs, ça sera opérationnel dans combien de temps? Moussompos, ça sera opérationnel dans combien de temps? Puisque vous dites que c'est plus de 20 000 emplois. Alors, deux petites questions d'actualité. Monsieur le porte-parole du gouvernement, certains parlent de l'arrestation des officiers des FARDC dans les zones swahiliphones. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce qu'on en retient? Mais également tout à l'heure, l'arrestation des officiers des FARDC dans des zones swahiliphones. Est-ce que vous en savez un peu plus? Qu'est-ce que l'opinion peut des arrestations? Des arrestations. D'accord. Ensuite, la question d'actualité sur... il y a quelques heures, Martin Fayulu, qui s'est adressé, notamment qui a fait un discours où il appelle à la responsabilité pour la gestion de la crise actuelle, qui passera nécessairement par le dialogue. Il est prêt à rencontrer le chef de l'État, qui a aussi répondu à travers son porte-parole. Mais vous, en tant que porte-parole du gouvernement, comment avez-vous suivi ou accueilli ce discours et quelle est l'opinion que vous en faites de cet appel de Martin Fayulu à Corneille Nangaa, à Joseph Kabila, mais aussi à Félix Tshisekedi, au président de la République? Bon, écoutez, ce soir, nous voulons parler des PMI industrie. J'espère qu'on va se focaliser sur ça parce que c'est une matière tout aussi essentielle. Mais pour réagir d'abord à la question sur l'honorable Martin Fayulu, souvenez-vous que le 22 février, nous étions avec le président de la République qui rencontrait les élus de la majorité. Et à l'occasion, le président de la République a été clair et précis sur le sujet et sur sa disponibilité justement à travailler, à tendre la main avec tous les Congolais désireux comme lui de travailler à la préservation de ce que nous avons comme acquis de nos pères fondateurs, à savoir la République démocratique du Congo dans ses frontières telles que héritées de la colonisation. D'abord, ça c'est le principe qui montre, et c'était le soir où le président de la République avait annoncé les consultations pour voir justement comment on arriverait à créer ces blocs. Et donc, j'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentre dans ce cadre.
je pense aussi, et que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République, qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé, avec les autres Congolais désireux comme lui, de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé, et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu de ce soir. Dans les mêmes esprits, parce que vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser, identifier les uns les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones, et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations, et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupent le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc je voudrais que vous tous qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Et je pense que le sujet est tellement essentiel que nous aurons peut-être dans les jours qui viennent une communication avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous faire le point, parce que justement il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ces niveaux, y compris pour améliorer les circuits d'approvisionnement des logistiques, et chaque fois qu'un officier, quelle que soit son origine tribale, est trouvé en faute, il doit subir la rigueur de la loi. C'est cela, et surtout que l'armée, c'est la discipline qui en est la mère. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une parenthèse, j'espère qu'il n'y aura plus de questions d'actualité, mais c'est aussi cela l'esprit du briefing, et je vous laisse répondre aux questions qui vous étaient destinées. Non, c'est l'esprit du briefing, comme vous dites, et s'il y a des sujets d'actualité qui doivent être évoqués, c'est tout à fait normal. Madame Rachel, la première question, c'était du point de vue d'attirer les investisseurs. On en parle, mais est-ce qu'on les attire vraiment? Je crois que c'était ça la question. Et puis la deuxième, c'était à propos des millions d'emplois qu'on doit créer. C'est bien ça, parce que je vous entendais difficilement. Moussompo, la zone économique de Moussompo. Oui, mais c'était quoi la question? Pour quand? Ah, pour quand, d'accord. Pour quand? Très bien, merci. Eh bien, du point de vue de l'attrait des investisseurs,
je peux vous assurer que la RDC attire beaucoup plus d'investissements qu'on ne le croit. Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Je vais vous donner quelques exemples des plus récents. Dans la zone économique spéciale de Maluku, par exemple, l'investissement de Pepsi, ça avoisine les 100 millions de dollars. Celui de Saphir, un peu moins, je crois. Mousompo, dans un premier temps, ça sera 200 millions de dollars qui sont déjà engagés pour être investis. Je vous ai parlé de la cité de Chine qu'on a inaugurée, dont on a lancé les travaux il y a près d'un mois. C'est encore près de 200 millions de dollars qui sont attirés. Loin de nous, ici, à plus de 2000 km, dans le Katanga, à Kamoa, peut-être vous ne le savez pas, ils ont lancé la fonderie la plus sophistiquée, la plus grande de toute l'Afrique, qui coûte près d'1 milliard de dollars d'investissement. Le monde a compris que la RDC est en train de se réveiller. Et les gens commencent à faire un distinguo entre les perceptions de risque et les opportunités d'affaires. Et croyez-moi, ce ne sont pas les investissements qui manquent maintenant. C'est plutôt un challenge pour nous de présenter des projets bien ficelés, des projets bancables, et les financements sont là. Je reviens de Formule 1 à Monaco où j'ai rencontré la très haute finance, mais il y a un engouement terrible pour la RDC. Ils veulent tous venir, au point que nous allons peut-être organiser un forum économique très prochainement pour que la haute finance vienne ici à Kinshasa, palpe du doigt les réalités. Donc de ce point de vue-là, rassurez-vous. Maintenant, c'est vrai, il y a encore du travail à faire, parce que les perceptions sont encore fortes de mauvaise gouvernance, de corruption, de toutes ces choses qui se disent et qui, bien sûr, sont répercutées dans les médias et autres. Mais c'est ici que j'aimerais en appeler au patriotisme de nous tous. Ce pays, c'est nous qui allons le construire. Personne d'autre ne va le faire à notre place. Et lorsque nous faisons du Congo bashing et que nous sommes en train de donner plus de volume à toutes les antivaleurs, je ne crois pas que nous nous aidions nous-mêmes. Parce que la corruption, voyez-vous, existe partout, y compris dans tous ces pays que nous visitons ailleurs. À nous de comprendre que nous avons un pays à bâtir, à nous mettre ensemble, et bien sûr à mettre du sérieux. Parce qu'après tout, si on veut attirer davantage d'investissements, je suis tout à fait d'accord, il faut de la bonne gouvernance, il faut éradiquer la corruption, et c'est notre devoir à nous toutes et tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des 100 millions de Congolais, je dis bien 100 millions de Congolais, et il n'y a aucun spectateur dans ce combat-là. Nous sommes tous des acteurs, et que chacun joue sa partition. Nayoki kolela ya ba entrepreneur oyo baza dans l'artisanat, baza ko kima ba taxe, baza ko kima nini ba paku et tout ça. Mais yango na lobaki na lopoto toyebisi bango botika ko banga. Bomi lakisa. Parce que toye na modèle ya kosalisa bino, ya komonisa bino pasi te. Kosalisa bino na ndenge nini? Kopesa bino carte de l'artisanat. Dès qu'on a ici 20 $, ce qu'on a carte on a sur 3 ans, on a ici babomi ote quand même. Mais na sima ya carte wana, t'as l'avantage oyo okozwa. D'abord okozwa accès na financement na talo ya moke. 4%, 5% va pesi yo mbongo yo sala mosala. Okozwa lisalisi na ndenge ya assurance contre incendie. Oteka kanazando, balobio zando ziki, marchandise na nyonso ziki. Assurance ekozongi sala mbongo wana. Et puis ekozala na ba structure pour encadrer bino où vous êtes dans l'artisanat. Pour que vous musala bino kene malamu. Je crois que ça va avantage au sengeli quand même. Topesa papa mokonzi ya mboka na vision na ye topesa merci mingi. Parce que à kanisi ba artisan apesa bango façon va se développer pe ba koma makasi. Donc ba bangelo ko mokote. Ba ya epana biso toko tokena bango elongo. On a reçu ça. Sous la relecture, il y a la loi de sous-traitance. To salaki ba réunion est belé to silisiango. Les ali ba loi mi balé en fait. Les ali loi de sous-traitance et puis loi to bengi contenu local. C'est-à-dire to lingi dans tous les domaines. Et à l'industrie, et à l'artisanat. To lingi priorité ça na ba congolais avant tout. Parce que to moni ba indien, to moni ba chinois, c'est quoi to lever comme tout la ba congolais.
loi wana pe avant projet nango pe tosilisi yango baloi nyonso mibale na sina tinango pa maman première ministre a construire gouvernement sikoyo totala yango na commission interministérielle na commission de loi soki silinde ekokende na parlement pour que ba député na biso pe batala soki pe makanisi biso bakobakisa babakisa nyonso kaka na tina ete Congo etelema ba entrepreneur batelema bakoma penza bakolo mboka ba profiter na mosolo nzambe atie na mabele na bango ndenge tolobaka Congolais telema. Exactement. Oyaki pe na cadre à Congolais Téléma spécial briefing. Monsieur le ministre est aussi ici. Je crois que au lobby malobébélé, n'était moi côté moro évangéliste nakati. On a compris que le ministre est très chrétien et la foi qui l'accompagne, c'est aussi la foi qui nous accompagne tous derrière le président de la République. Et ce soir, nous avons voulu faire un focus sur la question des PME, PMU et du secteur industriel. Évidemment qu'il y a beaucoup de questions, monsieur le ministre, cette fois-ci de manière plus régulière. On aura l'occasion de faire de petits moments de change pour donner justement la vue globale de ce que nous faisons pour les jeunes Congolais et de comment on compte les encadrer pour qu'ils deviennent des millionnaires qui créent des millions d'emplois dans notre pays. Mesdames et messieurs, merci et bonsoir chez vous.